Des centaines d'insurgés, dont beaucoup soutenus par des intérêts étrangers, ont été éliminés lors de la contre-attaque la plus meurtrière jamais menée par le Burkina Faso. Mais il ne s'agit pas seulement de combattants tapis dans la brousse. Quelque chose de bien plus sombre est en cours. Pourquoi cette nation ouest-africaine est-elle devenue un champ de bataille? Et comment un pays qualifié de faible par l'Occident a-t-il pu infliger un tel coup décisif? Le Burkina Faso, autrefois ignoré, est aujourd'hui un point stratégique, non pas pour ses ressources, mais pour sa résistance. Depuis 2015, il est envahi par des milices lourdement armées, opérant avec une précision inquiétante, franchissant les frontières sans difficulté, communiquant via des applications cryptées, maniant des armes trop sophistiquées pour de simples rebelles. Ce ne sont pas des seigneurs de guerre isolés, ce sont des pions dans une guerre de l'ombre. Ironie du sort, le chaos s'est intensifié après l'expulsion des forces étrangères, en particulier des troupes françaises. À mesure que l'influence occidentale reculait, la violence devenait plus ciblée, visant la légitimité du gouvernement. Coïncidence? Ou avertissement à ceux qui rejettent le contrôle extérieur? Derrière les bains de sang, certains tirent profit. Des entreprises minières étrangères convoitant l'or, des trafiquants d'armes alimentant les conflits, et des puissances menacées par une Afrique qui refuse de plier. Le combat du Burkina Faso ne se limite pas aux insurgés, c'est une lutte contre ceux qui les manipulent. La richesse du Burkina Faso ne réside pas dans le pétrole, mais dans l'or, les terres fertiles et une idée dangereuse, la souveraineté. Voilà la vraie menace. Inonder le pays de chaos, puis justifier une intervention humanitaire, faire plier les dirigeants sous pression et maintenir le pays dans la faiblesse. Mais voici le rebondissement. Ce n'est pas une violence aléatoire. Des sources révèlent un scénario familier. Des rebelles modérés, soutenus par l'étranger, se transforment en insurgés, armés d'équipements trop avancés pour des combattants du désert. Afghanistan, Syrie, Libye, aujourd'hui le Sahel. Mais le Burkina Faso ne suit pas le scénario prévu. Le capitaine Ibrahim Traoré, un soldat de 34 ans issu des rangs, ne supplie pas pour des frappes aériennes étrangères. Il demande qui finance les militants, pourquoi sont-ils mieux armés que ses propres troupes, et à qui profite vraiment ce chaos. Sa récente offensive, éliminant des centaines d'insurgés, n'était pas seulement une victoire militaire, c'était un rejet du jeu imposé. Mais les couteaux restent de sortie. Chaque mine d'or reprise, chaque village défendu, prouve que le Burkina Faso ne se soumettra pas. La vraie question est, jusqu'où iront les marionnettistes pour écraser une révolution qu'ils ne peuvent contrôler? On l'a méprisé comme un simple jeune capitaine, trop inexpérimenté, trop téméraire. Mais Ibrahim Traoré ne faisait pas de politique. Il menait une révolution en treillis militaire. Tandis que l'Occident le traitait d'autocrate, les Burkinabés voyaient autre chose. Un dirigeant assis dans des villages bombardés, écoutant des récits que le monde ignorait. Son ascension ne relevait pas du pouvoir, mais de la rupture d'un cycle. Pendant des années, le Burkina Faso a suivi le script. Crise, intervention occidentale, aide infinie sans changement réel. Traoré a déchiré ce script. Son premier acte? Expulser les troupes françaises, sans excuses, sans négociation. Le message était clair, vous ne nous protégiez pas, vous protégiez vos intérêts. La riposte a été immédiate. Les réseaux de renseignement se sont effondrés, l'aide s'est tarie, et les médias occidentaux l'ont traité de dictateur. Mais Traoré s'en moquait. La démocratie n'avait jamais arrêté les balles au Burkina Faso. Puis vint le pari des conseillers russes. Non par idéologie, mais par pragmatisme. Pas de passif colonial, pas de conditions du FMI, juste un partenaire qui ne traitait pas le Burkina Faso comme un mendiant. La réponse? Une recrudescence des attaques, ciblées, brutales et étrangement bien coordonnées. Pourtant, Traoré a riposté, armant les milices, traquant les insurgés, exposant les liens étrangers avec la violence. Aujourd'hui, les vrais ennemis ne sont plus seulement armés, ce sont les ombres dans les couloirs du pouvoir, les mécontentements surgissant parmi les élites. Le péché de Traoré? Ce n'est pas la tyrannie, c'est la défiance. Et dans un monde qui punit la souveraineté africaine, c'est l'acte le plus dangereux qui soit. Les murmures ont commencé dans des canaux télégrammes cryptés, coup d'État. Pas sur le champ de bataille, mais dans les casernes.
Alors que l'armée burkinabé écrasait les insurgés en 2025, une menace plus sournoise est apparue. Des traîtres en uniforme, officiers mécontents, déserteurs du renseignement, soldats de rang moyen autrefois loyaux, complotaient avec les militants qu'ils étaient censés combattre. Leur but ? Pas le pouvoir, mais un retour en arrière. Rétablir l'ordre ancien, où les puissances étrangères dictaient leurs lois. Le plan était chirurgical, faire passer le capitaine Traoré pour instable, semer le chaos, puis frapper. Une mutinerie déguisée en restauration démocratique. Des acteurs internationaux rôdaient dans l'ombre, leurs empreintes digitales sur des messages cryptés. Mais Traoré était prêt. Les renseignements avaient fuité tôt. Noms, coordonnées, même des codes diplomatiques. Plutôt que des arrestations publiques, il a attendu silencieusement, laissant les comploteurs se dévoiler. Le coup a échoué avant qu'un seul tir ne soit tiré. La leçon ? Dans la révolution burkinabé, le plus grand danger ne venait pas des armes étrangères, mais des ennemis en uniforme. Et Traoré, autrefois sous-estimé, a prouvé qu'il pouvait livrer bataille sur tous les fronts. Le capitaine Traoré a laissé les comploteurs creuser leur propre tombe. Au sommet du complot, ses forces ont frappé. Arrestations, saisies d'armes, argent étranger découvert dans des planques. Mais le vrai choc ne fut pas la trahison, ce fut de découvrir qui la soutenait. Les renseignements ont révélé des intermédiaires étrangers, liés à des réseaux d'espionnage voisins, tirant les ficelles depuis l'ombre. Ce n'étaient pas de simples insurgés, c'étaient des diplomates, des officiers, des hommes parlant français en costume cravate. La réponse de Traoré ? Une restructuration impitoyable. Officiers suspects écartés, fidélité militaire réévaluée, et un nouveau réseau de renseignement populaire. Des villageois surveillant les soldats déviants. La guerre au Burkina Faso s'est scindée en deux. Balles dans la brousse, poignards dans les casernes. Aujourd'hui, le conflit mute encore, en tension ethnique. Les Peuls, éleveurs nomades pris entre recrutement djihadiste et suspicion de l'État, sont la nouvelle ligne de front. Marginalisés, armés par les extrémistes, ils sont à la fois victimes et suspects. Le vrai test de Traoré ? Combattre un ennemi sans uniforme, qui peut être n'importe qui. Dans cette guerre, la confiance est l'arme la plus rare. Le peuple Peul est au cœur du paradoxe le plus dangereux du Burkina Faso. Les recruteurs djihadistes exploitent leur marginalisation, offrant argent et but à une jeunesse désespérée, tandis que les forces de sécurité voient de plus en plus les Peuls comme des complices. Lorsque les soldats trouvent des villages entiers aidant les insurgés, nourriture, abri, renseignements, la colère l'emporte sur la raison. Pourtant, pour chaque Peul complice, 100 autres sont piégés entre coercition extrémiste et représailles militaires. Chaque raid mal ciblé, chaque fosse commune alimente la propagande des insurgés. Voyez comment votre pays vous traite. Nous sommes votre seule protection. La division ethnique n'est pas un dommage collatéral, c'est une stratégie. Un Burkina Faso fracturé est plus facile à contrôler, plus facile à affaiblir. Mais quelque chose d'extraordinaire se produit. Des anciens Peuls ripostent, dénonçant les insurgés, formant des unités d'autodéfense, transformant d'anciens djihadistes en informateurs. Ce n'est pas la guerre ethnique attendue, c'est une unité fragile, forgée sous le feu. Le vrai combat ne vise pas seulement les extrémistes, mais les récits qui condamnent le Burkina Faso à l'échec. Car chaque ancien Peul qui soutient l'État, chaque combattant réintégré prouve qu'une nation peut résister à la division, si on lui en donne la chance. La vraie question, le monde verra-t-il leur lutte ou seulement le chaos ? Quand les forces du capitaine Ibrahim Traoré frappent les caches d'insurgés, les médias occidentaux crient aux violations des droits humains. Lorsqu'elles déjouent un coup soutenu de l'extérieur, elles sont qualifiées d'autoritaires. Mais posez-vous la question. Pourquoi une nation qui se défend est-elle constamment mise en accusation ? La réponse est simple. Le Burkina Faso casse les règles. Le gouvernement Traoré a osé rejeter le contrôle militaire français, exposer l'échec des missions de paix occidentales et nouer des alliances hors du cadre colonial. Il investit dans ses propres industries, au lieu d'exporter uniquement ses matières premières vers l'Europe. Cette insoumission, non l'insurrection, est la vraie menace. Car aux yeux des puissances globales, une Afrique qui n'implore pas de l'aide est dangereuse.
Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, AES, un front uni contre les ingérences étrangères. Les insurgés, autrefois libres de circuler, sont traqués. Les villageois, pour la première fois, refusent les exigences djihadistes, croyant enfin que l'État peut les protéger. Mais les représailles sont brutales. Sanctions, aides gelées, campagnes médiatiques diffamatoires. Le message est clair, l'insurrection est tolérable, l'indépendance ne l'est pas, car pour l'Occident, il ne s'est jamais agi de sauver le Burkina Faso, mais de le contrôler. Et le plus grand crime de Traoré, avoir prouvé que les Africains n'ont pas besoin de permission pour se défendre. Contre toute attente, le Burkina Faso réécrit les règles, rejetant la dépendance extérieure pour une production locale d'armes, refusant les chaînes du FMI pour des partenariats équitables et forgeant une alliance unique entre armée, civile et chefs traditionnels. C'est désordonné, résolument africain, et cela terrifie l'establishment. Si cette nation enclavée peut résister aux coups d'État, à l'insurrection et aux sanctions, tout en reprenant sa souveraineté, qu'est-ce qui empêche les autres? Ce n'est pas seulement un combat pour la survie, c'est une révolution silencieuse. Le monde fait face à un choix, soutenir une vraie indépendance africaine ou continuer à l'étouffer sous couvert de lutte contre le terrorisme. Le Sahel observe. Qui rejoindra cette rébellion pour l'autodétermination?